Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui peut sembler un peu paradoxale. Le déclin de la centralité de la Silicon Valley. On ne parle pas ici, attention, d'un effondrement spectaculaire ou d'un concurrent qui la surpasse frontalement. Non, c'est un changement bien plus subtil, une sorte de rééquilibrage structurel, qu'on peut observer à travers la montée en puissance de pôles technologiques comme ceux qu'on voit au Canada. Alors, la question qui se pose, elle est la suivante. Est-ce que les propres problèmes de la Silicon Valley, ces frictions internes, disons, sont en train de saper ses fondations, ou est-ce qu'on assiste simplement à l'évolution normale d'un écosystème mondial où elle reste, malgré tout, le leader symbolique? De mon côté, je vais défendre l'idée qu'elle est devenue en quelque sorte optionnelle. Un système qui se fragilise de l'intérieur. Et moi, je soutiendrais au contraire que son rôle de centre de gravité, lui, reste intact. Je pense que ce que certains interprètent comme un déclin est en fait la preuve ultime de son succès. Le modèle est devenu si puissant qu'il s'exporte partout, brise, ce qui, à mon sens, ne fait que renforcer l'hégémonie de l'original. Alors, pour commencer, je pense que l'erreur serait de voir ça comme une compétition, comme si le Canada avait gagné quelque chose. Pour moi, la véritable histoire, c'est celle d'un système, celui de la vallée, qui s'est lui-même rendu incroyablement lourd et coûteux. Ces frictions internes, ce n'est plus juste un petit problème, c'est devenu ce que j'appellerais un impôt structurel. Ce n'est pas un impôt que vous payez au gouvernement, non, mais un coût que le système lui-même vous impose juste pour y fonctionner. Je parle des prix du logement, qui sont devenus délirants au point d'être un obstacle majeur au recrutement. Je parle des processus d'immigration américains qui sont des goulots d'étranglement absurdes pour les talents. Et je parle bien sûr d'une instabilité politique et réglementaire qui rend toute prévision à long terme très difficile. Donc si je vous suis bien, ce n'est pas la force du Canada qui est en jeu, mais la faiblesse de la Silicon Valley? Exactement, c'est précisément ça. Le Canada n'a pas subitement inventé une meilleure façon d'innover. Il a simplement fait le ménage. Il a supprimé ses frictions. Vous pouvez obtenir un visa pour un talent qualifié en quelques semaines, pas en plusieurs mois ou années. Vous avez un système de santé qui n'est pas lié à votre emploi, ce qui réduit énormément le risque personnel. L'environnement est stable, il est prévisible. Breathe. La conséquence de tout ça, c'est que la Silicon Valley n'est plus le passage obligé. Elle est devenue optionnelle. Et c'est ça le vrai changement. Les entreprises et les talents ne vont pas à Toronto ou à Vancouver pour le prestige. Ils y vont pour la fonctionnalité. C'est une perte de statut silencieuse mais fondamentale. Je comprends parfaitement la logique, mais je pense que c'est une erreur de perspective. Parler de déclin, pour moi, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Ce qu'on observe, c'est la maturation d'un écosystème technologique qui est devenu mondial. Et ça, c'est le signe éclatant du succès du modèle de la Silicon Valley, pas de son échec. D'ailleurs, le matériel sur lequel on s'appuie le dit noir sur blanc. La vallée continue d'innover, de produire d'énormes richesses et de capter l'attention. Ces frictions que vous décrivez comme un impôt, moi je les vois différemment. Ce sont les conséquences presque inévitables d'une concentration de succès sans précédent. Quand vous êtes à l'avant-garde de la disruption mondiale, ça crée forcément des tensions, des coûts élevés, des débats politiques complexes. C'est le prix à payer. Le Canada, dans ce schéma, n'est pas un rival. C'est un environnement qui permet ce que j'appellerais la normalisation de l'innovation. La création pure, l'étincelle, l'innovation de rupture, ça se passe encore majoritairement dans la vallée. Elle reste la gardienne de la légitimité. J'aime bien votre terme de normalisation, mais je crois qu'il masque une réalité plus profonde. J'utiliserais plutôt le mot cohérence. L'avantage principal du Canada, ce n'est pas sa capacité à innover, c'est sa prévisibilité. Ses politiques ne font pas des virages à 180 degrés tous les 4 ans. Ses contrats sociaux, même s'ils sont imparfaits, sont clairs. Une entreprise qui ouvre un grand bureau à Toronto ne parie pas sur une future domination technologique canadienne. Alors, sur quoi parie-t-elle dans ce cas? Elle se couvre, elle achète une assurance contre l'imprévisibilité américaine. C'est ça qui, pour moi, prouve une défaillance de conception interne au système américain. Le risque est devenu complètement asymétrique. Vous voyez? Les gains sont privatisés et concentrés au sommet, chez les VC, les fondateurs, tandis que les coûts, le logement inabordable, la précarité de l'emploi, le stress lié à l'assurance santé, sont socialisés vers le bas, sur les employés, sur la communauté. Breathe. Quand un système devient aussi instable pour la majorité de ses participants, le contourner n'est plus une stratégie marginale. C'est une décision profondément rationnelle. C'est un argument très fort. Mais est-ce que cette cohérence que vous vantez n'est pas, en fin de compte, un frein à l'innovation la plus radicale? La culture de la disruption de la Silicon Valley, avec toutes les tensions et les externalités négatives qu'elle génère,
C'est précisément le moteur des grandes avancées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La stabilité, la prévisibilité, c'est excellent pour gérer la croissance, pour optimiser un modèle qui existe déjà. Mais pour créer quelque chose de vraiment nouveau, il faut une tolérance au chaos, à l'incertitude. Vous pensez donc qu'on ne peut pas avoir d'innovation de rupture dans un environnement stable? Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Le Canada, c'est l'endroit parfait pour institutionnaliser une innovation. C'est là où on transforme une invention géniale en une infrastructure fiable, solide. Prenez Shopify. C'est une plateforme incroyable, mais elle institutionnalise le e-commerce, elle ne l'a pas inventé. Le Canada est excellent pour la phase de consolidation, pas pour la phase de création pure. On y va pour mettre à l'échelle, pas pour inventer la prochaine grande plateforme. C'est une division du travail à l'échelle mondiale, pas un remplacement du centre par la périphérie. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement parce qu'il postule que la création initiale est la seule chose qui compte, la seule vraie mesure de la pertinence. Et là, je crois qu'il faut faire une distinction essentielle, celle entre le leadership symbolique, breathe, et la pertinence structurelle. La Silicon Valley conserve pour l'instant son leadership symbolique. C'est la marque, le mythe, mais elle est en train de perdre sa pertinence structurelle. Qu'est-ce que vous entendez exactement par pertinence structurelle? Eh bien, pendant des décennies, pour être pris au sérieux, le capital et le talent devaient passer par la vallée. Un diplômé du MIT, un ingénieur de Bangalore, un fonds d'investissement de Londres, tous devaient obtenir sa validation, son adoubement. Precise. Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, on peut construire une entreprise d'1 milliard de dollars depuis l'Estonie, lever des fonds massifs à Paris ou à Berlin, sans jamais mettre les pieds en Californie. La pertinence aujourd'hui, elle se mesure de plus en plus à la capacité de rendre une technologie fiable, ennuyeuse et omniprésente. Et pour ça, un système stable qui valorise la consolidation est bien plus efficace qu'un système qui ne jure que par la nouveauté permanente. Oui. Mais pour moi, cette distinction que vous faites entre le symbolique et le structurel, elle ne marche pas vraiment. C'est un peu artificiel en fait. Le leadership symbolique est une forme de pouvoir structurel. En étant la gardienne de la légitimité, la Silicon Valley définit des règles du jeu pour tout le monde. Elle définit le langage, les métriques de succès, les modèles de financement, les valeurs. Les autres pôles, même en grandissant, ne font qu'opérer dans un cadre qu'elle a créé et qu'elle continue de façonner. Mais est-ce que c'est encore si vrai que ça? Quand une start-up de Waterloo lève des fonds, elle ne cherche plus forcément un chèque de Sandhill Road. Elle peut se tourner vers des fonds locaux, des fonds souverains, des VC européens. Peut-être, mais le modèle qu'elle présente, le pitch deck, la valorisation, la stratégie de sortie, tout ça est calqué sur le modèle de la vallée. Le fait que le capital soit devenu mondial ne signifie pas que le centre de gravité a disparu. Au contraire, ça signifie que son influence est devenue tellement totale qu'elle est l'étalon or. Les autres ne sont pas des alternatives, ce sont des franchises. Quand une start-up de Toronto réussit, c'est une validation du modèle de la Silicon Valley, pas une menace. C'est la preuve de son hégémonie culturelle et intellectuelle. Sauf que cette hégémonie est fondée sur une idéologie qui, à mon avis, est à bout de souffle. L'idée de la croissance sans ancrage social, de la disruption sans intégration. Ça a fonctionné tant que les institutions américaines agissaient comme un filet de sécurité invisible. Breathe. C'était une sorte de subvention publique indirecte à l'innovation privée. L'État finançait la recherche fondamentale, les universités formaient les ingénieurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces mêmes institutions sont devenues des vecteurs de risque pour les individus. C'est un point de vue assez sombre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logement n'est plus un toit, c'est un actif spéculatif. La santé n'est plus un droit, c'est un passif privé qui peut vous ruiner. Votre statut d'immigration n'est plus une procédure administrative, c'est une arme politique. Le système n'absorbe plus l'incertitude pour permettre aux individus de prendre des risques calculés, il génère de l'incertitude systémique. Et c'est là que le modèle canadien offre une alternative fondamentale. Il ne promet pas la lune, il promet des résultats bornés. Borné, c'est-à-dire? Limités. Ça ne sonne pas très ambitieux. On deviendra moins facilement multimilliardaire, c'est vrai, mais le risque d'échec catastrophique où la faillite de votre start-up entraîne la perte de votre maison, de votre assurance santé et potentiellement de votre visa, ce risque-là est considérablement atténué. Les gens ne choisissent pas ce modèle par manque d'ambition. Ils le choisissent par désir de durabilité. Ils veulent pouvoir innover sans jouer leur vie à chaque fois. Je vois les choses d'une manière radicalement différente. Cette tolérance au risque extrême que vous critiquez, c'est la source même de la puissance de la Silicon Valley. C'est son ingrédient secret. C'est ce qui permet de faire les paris les plus fous, les plus irrationnels en apparence, qui débouchent sur les récompenses les plus transformatrices.
Un système qui borne les résultats, comme celui du Canada, borne aussi inévitablement l'ambition. Vous pensez vraiment que les entrepreneurs canadiens sont moins ambitieux? Moins ambitieux, non. Mais l'écosystème lui-même est moins conçu pour l'ambition démesurée. Le fait que l'échec n'y cascade pas aussi violemment, comme le dit le matériel, le rend très attractif pour consolider une idée qui a déjà fait ses preuves. C'est parfait pour construire une entreprise solide, rentable, mais pour inventer la prochaine IA générale, le prochain réseau social, la prochaine plateforme qui définit une décennie, il faut un environnement où l'échec est une option, mais où le succès peut être quasi infini. Le risque est le carburant d'innovation de pointe. Braise et la Silicon Valley reste, de très loin, l'endroit qui sait le mieux le maîtriser, le financer et le transformer en avancées concrètes. C'est un écosystème conçu pour les exceptions, pour les outliers. Les autres hubs, aussi bons soient-ils, sont conçus pour la moyenne. Bon, en résumé, ce que notre discussion met en lumière, c'est une divergence sur ce qui définit le pouvoir aujourd'hui. De mon côté, je maintiens que si la Silicon Valley reste un pôle d'innovation majeur, elle a perdu son monopole, son statut de passage obligé. Le fait qu'elle soit devenue une option parmi d'autres, même si c'est encore la plus prestigieuse, est pour moi l'indicateur le plus clair de son déclin structurel. La richesse et l'influence sont encore là, mais les fondations se fissurent parce que le système est devenu trop coûteux, trop risqué pour ses propres participants. Le pouvoir ne s'est pas effondré, il s'est diffusé. Et la question clé, c'est de savoir ce qui arrive à un système conçu pour être le centre du monde quand il doit apprendre à n'être qu'un pôle, aussi puissant soit-il, dans un réseau. Et pour moi, cet échange prouve que la puissance de la Silicon Valley ne fait que se reconfigurer. L'émergence de pôles secondaires forts comme au Canada n'est pas une menace, c'est la consécration de son modèle qui devient la norme mondiale. Elle conserve son rôle unique et irremplaçable, celui de l'étincelle initiale du lieu où l'on prend les risques que personne d'autre n'ose prendre. Les autres régions se spécialisent dans une autre étape de la chaîne de valeur, la consolidation, la mise à l'échelle, l'intégration. C'est une maturation du système, pas sa fin. Son leadership symbolique, qui dicte les règles du jeu, et sa fonction d'initiateur de la prochaine vague technologique restent, à mon sens, totalement incontestées. Ces deux perspectives montrent bien que la géographie du pouvoir technologique est devenue beaucoup plus complexe qu'une simple carte avec un centre et des périphéries. L'enjeu n'est plus de savoir qui est le gagnant, mais de comprendre comment la valeur se crée, se distribue et se maintient dans un monde qui devient de plus en plus polycentrique. Les matériaux sur lesquels nous nous sommes appuyés aujourd'hui ne font qu'effleurer la surface de ces dynamiques. Et il y a encore, bien sûr, beaucoup à explorer.